Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui qui concerne l'aspect RPA 2025 au niveau donc tout ce qui est voile. Je vais parler uniquement concernant les voiles. Donc si je me réfère à tout ce qui est donc code sismique, la première des choses qui nous intéresse, c'est premièrement, est-ce que nous sommes devant une version nouvelle qui est donc tirée à partir de quelque chose, ou nous sommes dans la continuité du RPA donc 81, RPA 83, RPA 88, RPA 99, version 2003, et on arrive maintenant à la version 2025. En réalité, ce n'est pas la même version, parce que après avoir donc fait plusieurs lectures, et après avoir donc eu à appliquer ce règlement dans des structures en tant que consultant avec des bureaux d'études, et en discutant bien sûr avec le CTC à NABA sur les différents projets qu'on a eu donc à défendre et à faire approuver. Bien sûr, un règlement, quand il est appliqué, on va donc le découvrir petit à petit. Donc ce n'est pas un livre ou bien un roman qu'on va lire, mais généralement c'est quelque chose donc qui est appliqué et généralement qu'on découvre au fur et à mesure de l'application. La première des choses que j'ai faites, donc j'ai lu à peu près le code 8, la version 2005, qui a été modifiée donc en 2005. Dans le code 8, depuis donc 1998, les États ont eu beaucoup de temps, puisque c'est un code européen, donc qui fait l'objet donc d'application dans toute l'Europe, pour faciliter donc l'intégration et la mobilité et le travail donc en Europe. Ils ont donc appliqué un règlement qui est l'Eurocode. Et ils ont laissé un peu de temps, bien sûr. Ils ont laissé presque au minimum 4 années pour que les États donc puissent intégrer l'Eurocode et l'appliquer. Bien sûr, elle a été à chaque fois révisée en concertation donc avec les États, avec donc les gens qui sont concernés par ces études et l'application de ce règlement. En général, l'application du règlement est plus maîtrisée par le bureau d'études et par le CTC, qui est l'organisme de contrôle. En général, c'est les deux personnes morales qui ont à traiter avec cette RPA. Donc, généralement, il faut toujours les mettre en premier. Normalement, on devrait, je vais dire normalement on devrait, avant d'élaborer un règlement, essayer donc d'associer principalement les personnes qui sont liées intimement à l'application de ce règlement et qui ne sont autres que le bureau d'études, qui est donc l'organisme qui va l'utiliser dans les calculs, dans la conception, dans les conditions constructives, dans le choix des matériaux, et aussi donc le CTC, qui est l'organisme de contrôle, qui est censé valider les études, valider l'exécution et valider donc tout ce qui est projet. Moi, la première des choses que j'ai faites, donc j'ai fait une petite analyse pour voir à peu près l'RPA, il est associé à quel règlement. Donc j'ai fait une étude de plagiat par le biais donc du logiciel intégré au niveau de l'université d'Arnaba. Et ce que j'ai eu en général, voilà, je vois à peu près que comparativement par rapport à l'Eurocode 98-2005, vous avez en général 75,7%, c'est-à-dire ce document est tiré à 76%
à partir donc de l'Eurocode 8. L'Eurocode 8, bien sûr, il est un peu compliqué pour une nouvelle application directe. L'Eurocode 8 a fait l'objet donc de plusieurs révisions et a fait l'objet de notices d'utilisation, de guides, d'ouvrages qui permettent donc aux ingénieurs de pouvoir donc tirer profit de l'application directe de ces nouvelles règles. Contrairement à nous, nous avons eu à peu près 4 mois pour pouvoir l'appliquer. Il est entré en application à partir de janvier. Bien sûr, ça pose de grands problèmes au niveau donc de la compréhension, l'assimilation et l'application, puisqu'il intègre de nouvelles données, il intègre de nouvelles appellations, de nouvelles nominations, comparativement par rapport à l'RPA 2003. Donc, si je vois à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la classification, surtout au niveau de classification des ouvrages, du type de contreventement, de options de comportement, il y a eu un changement à 100%, je dirais peut-être à 100%. À 100%, changement au niveau de classification. Donc on doit se familiariser avec la nouvelle appellation, avec des données un peu bizarres, structure tridimensionnelle, structure mixte équivalent à ossature, structure mixte équivalent à voile, structure en voile, et tout ça. Donc c'est une nouvelle appellation qui doivent être plus ou moins adaptées et bien compris pour pouvoir donc classer une structure dans un espace donné. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la partie donc voile qui pose actuellement beaucoup de problèmes parce qu'au niveau des structures en général, vous avez donc les structures autostables, ce qu'on appelle maintenant les structures tridimensionnelles ou à ossature, ou bien mix équivalent à ossature. Je vais m'occuper aujourd'hui de tout ce qui est voile parce que ça pose déjà beaucoup de problèmes au niveau, surtout au niveau des coffrages, des bâtiments en coffrage tunnel, surtout pour les bâtiments avec coffrage tunnel. Donc si je me réfère à l'RPA, je vais toujours faire une étude plus ou moins comparative pour pouvoir comprendre. Plus vous avez un document qui est tiré à 76% à partir de l'Eurocode 8, 2005, la version 2005, donc il vous faut toujours que vous ayez donc sous la main ce document pour pouvoir bien comprendre ce que dit donc le RPA 2025, parce qu'il est tiré à partir de l'Eurocode 8. Donc il vaudrait mieux revenir à l'Eurocode 8, essayer donc d'interpréter l'RPA 2025 à partir de l'Eurocode 8. C'est la meilleure solution, c'est la solution la plus simple pour pouvoir donc bien comprendre et tirer profit de ce règlement. Toujours l'Eurocode 8 2025, l'Eurocode 8 donc version 2005, il est aussi compliqué et vous pouvez donc avoir des documents d'application qui ont été donc élaborés par des ingénieurs pour pouvoir donc appliquer ce règlement. C'est-à-dire c'est des guides d'application, des ouvrages qui permettent d'expliquer donc le sens et le terme de toute chose, et en même temps de donner donc pour les ingénieurs des méthodes d'application directe, par l'ingénieur n'est pas intéressé par la théorie ou bien par le fond des choses, il est intéressé par une compréhension simple et une application simple qui lui permet donc d'élaborer un projet conformément à tout type de règlement. Si je me réfère à... Ici, je vais me référer à l'RPA 2025 au niveau voile. Au niveau voile, donc vous avez premièrement la définition des voiles. Vous avez la définition des voiles. C'est la même définition, c'est toujours la même définition en général. Si je vois par rapport à l'Eurocode 8, voilà, vous avez ici à peu près toujours au niveau donc définition. Au niveau définition, donc c'est à peu près c'est la même définition concernant donc tout ce qui est dimension. Généralement, ne sont considérés comme voiles que
lorsque la hauteur maximum, que la dimension du voile la plus importante par rapport à son épaisseur, il faut qu'elle soit donc supérieure au maximum HE sur 3, la hauteur E sur 3, 4 fois l'épaisseur de votre voile, ou bien 1 mètre. C'est le maximum de 3 valeurs. Bien sûr, si vous avez un élément, ça c'est pour différencier déjà entre un élément poteau et un élément voile, parce que la conception, le calcul, le dimensionnement, les constructions, les conditions constructives ne sont pas les mêmes pour les voiles et pour les poteaux. Donc, il faut donc un point de séparation, ou bien une ligne, ou bien une frontière de séparation entre un élément poteau et un élément voile, parce que les conditions constructives, le calcul ne sont pas de la même façon. Donc, il faut donc séparer. Et la séparation se fera par ce critère-là. Si vous avez une dimension longitudinale qui est supérieure au max entre HE sur 3 ou bien 4 fois l'épaisseur de votre élément, 4 fois la largeur ou 1 mètre, le maximum, et bien vous êtes dans le cas d'un voile. Donc un voile, ce n'est pas un élément linéaire, c'est un élément shell. Donc c'est un élément shell et il faut donc lui appliquer toutes les prescriptions exigées dans ce chapitre-là, c'est-à-dire cette voile de contreventement. L'épaisseur aussi, donc vous avez ici l'épaisseur. B doit être le max entre 15 cm et HE sur 20. Donc en général, un voile ne doit jamais être inférieur à 15 cm. S'il est inférieur à 15 cm, il ne sera pas considéré donc comme voile, ne sera pas considéré comme voile. En plus donc de sa largeur et sa longueur qui doit être supérieure à HE sur 3, ou bien 4 fois BW, ou bien 1 mètre. Donc ça c'est pour ce qui est donc de la classification de votre élément. Donc un élément il est classé poteau ou voile. Poteau c'est un élément linéaire. Un voile c'est pas un élément linéaire. Un voile c'est un élément shell. Donc il fera l'objet d'autres prescriptions et d'autres aspects de calcul. Ici vous avez en général donc voilà la définition de HE, c'est la hauteur entre libre. C'est la hauteur libre de votre étage. Ce n'est pas la hauteur d'étage, c'est la hauteur libre. HW, donc BW, c'est l'épaisseur de votre voile. Et LW, donc c'est la longueur de votre voile. Au niveau donc de l'appellation. C'est la même appellation qui est adoptée au niveau donc de l'Eurocode 8. Ensuite, vous avez donc la même considération. Si vous pouvez avoir des éléments voile simples sous forme rectangulaire ou bien rectangulaire raidi aux extrémités. On peut avoir donc des éléments de raideur dont l'épaisseur est supérieure à l'épaisseur de votre voile. Ou bien vous pouvez avoir carrément des éléments en L, en T, en U ou en I. Bien sûr ici, il faut les considérer comme sections uniques. Donc il ne faut pas les séparer. Si vous avez des éléments en voile, en L, qui se rencontrent au niveau d'un angle, ou bien en T, ou bien un U, tel qu'au niveau par exemple des cages d'escalier, ou bien en I, eh bien il faut les considérer comme étant des éléments composés. Il ne faut pas les séparer élément par élément. Il faut les considérer dans toute sa configuration, même si elle est complexe. Bien sûr, vous avez ici, si vous avez des éléments composés, vous devez donc inclure au niveau donc de votre élément en T, ou bien en I, ou bien en L, le minimum au niveau donc de ces trois dimensions qui caractérisent en général les membrures. Donc vous avez soit c'est la longueur totale de la membrure, la distance à une âme adjacente du voile, hauteur totale du voile au-dessus du niveau considéré. Donc il faut que toujours c'est la hauteur totale, 0,25 de la hauteur totale. Ça c'est, on prend donc comme membrure collaborante au niveau de vos calculs, en T ou bien en I ou bien en L, la partie de la membrure définie par les minimums de ces trois valeurs et qui sont généralement déjà ici épaisseur minimale. Ils n'ont pas raison d'être ici. Il n'y a pas raison d'être parce que vous pouvez voir que
C'est toujours, donc, quelle que soit la configuration, simple, ou bien avec des éléments de redissage, ou bien une section en T, ou bien de redissage au niveau des extrémités, ou bien en I, ou bien en U, vous avez toujours HE sur 20. Vous avez toujours HE sur 20. Vous avez toujours HE sur 20. Voilà, vous avez toujours HE sur 20. Donc, c'est le même dimensionnement. Donc, ici, déjà, ce n'est pas la peine de mettre tout ça. Il suffisait de uniquement prendre cette condition. Cette condition est largement suffisante. Cette condition est largement suffisante. Donc, au niveau... Maintenant, voilà, ici, vous avez l'incorporation des éléments de membrure. Donc, ici, vous avez... Donc, l'élément est un élément en T. Ici, c'est un élément en T défini par l'ami entre les deux, bien sûr la dimension. Donc ici, vous avez un élément aussi en T. Et vous avez ici un élément en L. Donc on doit intégrer, si on travaille dans cette direction, on doit intégrer la membrure. La membrure doit être intégrée. OK? Donc si on travaille la même chose ici, si on travaille dans une des deux directions, eh bien, on doit intégrer la partie. Donc ici, c'est un voile en T. Ici, c'est la même chose, c'est un voile en T, avec membrure de compression ou de traction. Donc, elle va participer dans la rigidification de votre système de contrebattement. Ici, on parle donc les dispositions de conférage permettent d'éviter donc la vérification de la stabilité au voilement, latéral. Donc, là, donc, c'est le même principe. Voilà. Il convient de considérer. Voilà, il convient de considérer. Donc, la même chose. C'est le même critère. Voilà, il faut donc considérer comme des sections uniques composées. OK. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Avec la même donnée ici. Voilà. Longueur réelle et 25% de la membrure. Vous avez la même chose ici. Donc, si on est donc ici, les spécifications, outre, donc ici vous avez la première spécification, c'est l'effort réduit. L'effort réduit dans le cas de l'RPA 2025, c'est 0,4. Comparativement par rapport à l'Eurocode, 2008, pour tout ce qui est donc valeur de H, généralement c'est 0,35 pour un élément de high ductility. Pour haute ductilité. L'RPA 2025, il a adopté donc, vous avez dans l'Eurocode 8 2005, vous avez trois types de ductilité. Vous avez low. Vous avez low. Vous avez aussi medium. Et vous avez high ductilité. Vous avez trois ductilités utilisées par l'Eurocode dans l'Eurocode 8. Dans l'Eurocode 8, vous avez trois types de ductilité. Dans l'RPA, vous avez une seule ductilité qui est celle high ductility. Vous avez le high ductility. High ductility, c'est quelque chose d'un peu anormal, d'un peu spécifique ici. OK? Généralement, dans l'Eurocode 8, elle n'est pas très utilisée, elle n'est utilisée que dans des ouvrages un peu spécifiques. Généralement, la plus utilisée, c'est médian. La plus utilisée, c'est médian. M ductilité, non pas high.
Ici, c'est le même, voilà, c'est le même principe. On va le voir après, c'est dans les conditions constructives. Et vous avez donc la limitation a pour objectif au dépôt d'empêcher la rupture de voile, de retarder ou elle se produit, de faire en sorte qu'elle se plus souvent sous forme de rupture ductile. Donc on cherche toujours à avoir, ici donc vous avez une compression au niveau donc de votre voile, et on cherchera toujours à avoir une compression plus ou moins modérée, une compression modérée pour permettre une flexion beaucoup plus importante. Au niveau donc ici vous avez, donc si je vois au niveau de l'Eurocode, c'est la même chose, donc il va parler tout ce qui est concernant les murs ductiles, et quand il parle donc de la hauteur critique, c'est la même hauteur critique qui fera l'objet donc de quelque chose un peu spécifique. Toute cette zone critique, c'est là où peut se propager tout ce qui est donc formation de rotules plastiques dans les voiles. Et vous avez donc, voilà, c'est la même définition, c'est la même définition que celle définie dans le RPA. Dans le RPA, donc ici, il parle, donc, vous avez ici la définition des voiles. Ensuite, il rentre donc dans tout ce qui est configuration. C'est la configuration ici uniquement. Ensuite, au niveau des linteaux, au niveau calcul, ok, des linteaux. Je ferai donc une vidéo concernant pour le calcul des linteaux. Ensuite, vous allez rentrer directement dans tout ce qui est donc voile de contreventement, la majoration des mouvements. Voilà, ici c'est tout ce qui est donc longueur critique. Longueur critique, elle est intégrée au niveau, donc elle est intégrée au niveau, elle est intégrée au niveau des calculs. Donc elle est intégrée au niveau, ici elle est intégrée au niveau des calculs. Intégrée au niveau des calculs, la même chose ici, voilà, vous pouvez voir, donc elle est intégrée au niveau des modes de calcul. Elle est intégrée au niveau des modes de calcul. Ok? Donc toujours ici, donc si je reviens vers l'RPA, vous avez donc au niveau donc voile, voilà, vous avez à peu près une idée sur les voiles, sur le voile, soit il est rectangulaire, soit il est ridi, soit il comporte donc des membrures qui font qu'il soit en L, en I, en U, etc. Donc ici vous avez le prédimensionnement. Voilà. J'ai dit qu'on a utilisé tout ce qui est donc high ductilité. Ici il parle du calcul des linteaux. Ensuite, vous avez, donc il va rentrer dans le calcul de tout ce qui est voile. Donc, il va rentrer dans tout ce qui est ferraillage des voiles et trimaux. Ferraillage des voiles et trimaux. Donc, vous avez un voile, c'est un élément, c'est un mur en général sans ouverture. Et dès que vous avez des ouvertures, on va parler de trimaux. On va parler de trimaux. Donc, si vous avez par exemple un voile, ici vous avez des ouvertures, par exemple vous avez une porte, si vous avez une porte, voilà, ici vous avez, donc ça c'est un premier trimau, ça c'est le trimau, et ça c'est le deuxième trimau, ça c'est le deuxième trimau, ça c'est le deuxième trimau, et ça en général, ici vous avez, c'est ce qu'on appelle le linteau, c'est le linteau. Ici, vous avez le linteau. Donc, déjà au niveau de la définition, des voiles, les voiles élancés correspondent ici, si vous avez ici, déjà je reviens au niveau dimensionnement. Au niveau dimensionnement, quand on a parlé des dimensions, voilà les dimensions minimum. Ici déjà, sont considérés comme voile au sens présent du document. Donc ici, vous avez LW. Ok, le LW, c'est la longueur de votre voile. Ici, si je suis dans le cas d'un voile avec couverture, dans le cas d'un voile avec ouverture, LW, c'est quoi? Est-ce que c'est la longueur totale? Est-ce que c'est ça, LW? Ou bien c'est uniquement du trimau?
Et bien sûr, ici, la conséquence, ce sera l'épaisseur. Ce sera l'épaisseur. Si vous êtes devant deux petits trumeaux avec une ouverture, généralement ici, tout va dépendre de l'interaction du linteau avec les deux trumeaux. Est-ce que c'est interactif ou bien c'est pas interactif? Et à partir de là, je peux dire est-ce qu'il peut constituer un voile unique ou bien ce sera deux voiles. Ici, il n'y a pas de... On ne parle pas d'interaction dans le règlement algérien. Comme par rapport à l'Eurocode 8, donc vous avez cette classification. Vous avez soit des trumeaux, soit carrément des voiles. Si vous avez des ouvertures, eh bien, vous avez un calcul à faire pour pouvoir décider est-ce que c'est un voile, est-ce qu'il peut être considéré comme un voile avec ouverture, ou bien ce sera deux voiles indépendants. Ce sera deux voiles indépendants. Ici, ce n'est pas vrai, je ne peux pas connaître. Est-ce que c'est un voile homogène avec ouverture? Eh bien, ce sera la hauteur, ce sera la longueur, ce sera tout ça. Ou est-ce que c'est deux voiles indépendants? Ou bien est-ce que c'est deux voiles indépendants? Et donc ici, le LW, ce sera ça. Comment voir l'indépendance par rapport à l'indépendance? On ne peut pas. On ne peut pas le voir ici parce que ce n'est pas donné ici dans le RPA 2024-25 comparativement par rapport à l'Eurocode 8. Ou bien il définit une interaction entre les deux par la réduction du moment global. Par la réduction du moment global par rapport au moment agissant au niveau des deux trumeaux. Au niveau des deux trumeaux. Donc pour moi, ici, je ne peux considérer que cette longueur-là. LW pour moi sera celle-là. À titre préventif, je vais considérer uniquement la longueur d'un seul trumeau qui sera conditionné par la partie, donc, tout ce qui est voile. Ok. Bien sûr, ici, vous avez deux types de voiles, ce qu'on appelle les voiles élancés, avec largeur LW sur la hauteur totale. Donc, le voile, ça travaille comme une console. Le voile travaille comme une console, indépendamment des planchers. Donc, c'est une console. Le voile, c'est une console. C'est une console avec des masses concentrées au niveau de chaque étage, avec des masses qui sont concentrées. Avec des masses qui sont concentrées, ok? Avec des masses qui sont concentrées. La rigidité des poutres ici n'intervient pas au niveau donc de la définition de votre voile. Ok, le voile n'est pas encastré au niveau des planchers. C'est pas comme les poteaux. Un poteau, il est supposé encastrer au niveau des planchers. Ici, ce n'est pas le cas parce le poteau, il a une rigidité qui est plus ou moins équivalente. Il a une rigidité ici, le poteau a une rigidité qui est équivalente à la rigidité de la poutre au nœud. Ok? Ici, ce n'est pas le cas, c'est une petite poutre. Donc, elle n'a pas d'influence au niveau de la rigidité du voile. Et c'est pour ça que dans le voile, on le traite comme une console. C'est-à-dire, on va prendre toujours CH W. C'est toujours par rapport à HW. Tout est caractérisé par rapport à HW. Donc, ok, tout est caractérisé par rapport à la hauteur totale. C'est une console ici. Donc, si on parlera ici de voile court, quand votre bâtiment n'est pas très élevé et dans le rapport est inférieur à 2, vous êtes devant des voiles courts. Et si vous êtes devant supérieur à 2, vous avez ici, on peut considérer que c'est des voiles élancés. Élancés, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup plus en flexion. Les voiles courts travaillent beaucoup plus au cisaillement, à l'effort tranchant. Travaillent beaucoup plus à l'effort tranchant parce qu'ils ne sont pas flexibles en général. Et les voiles de grande dimension, généralement, ok. Ici, vous avez donc inférieur HW, donc par rapport à LW, c'est inférieur à 2 tiers. Inférieur à 2 tiers, donc c'est des voiles, ce qu'on appelle de grande dimension. Voilà. Ici, vous avez le commentaire ici. C'est que
les voiles courts et les voiles de grande dimension, il n'est pas nécessaire de modifier les moments fléchissants. Pourquoi il n'est pas nécessaire de modifier les moments fléchissants? Comme j'ai dit, parce qu'ils travaillent beaucoup plus à l'effort tranchant. Ils sont des éléments très rigides ici. Lorsque vous avez inférieur à 2, ou bien inférieur à 2 tiers, c'est encore plus grave encore. Ok, c'est-à-dire que ici la longueur de votre voile, elle est supérieure à, elle est supérieure à, elle est presque. Ici, 2 tiers c'est 0,66. Donc on peut voir que la hauteur est égale à 0,66 la longueur de votre voile. Donc c'est vraiment des éléments très rigides ici. Ici c'est des voiles courts, ici c'est des voiles vraiment très rigides de grande dimension. Ok, les voiles de grande dimension. Et dans ces deux types de voiles, ce n'est pas la peine de faire une modification dans les moments fléchissants parce que le voile ne travaille plus à la flexion, il travaille au cisaillement, il travaille à l'effort tranchant, il est beaucoup plus sollicité à l'effort tranchant et les effets de l'effort tranchant sont plus importants que les effets dus au moment. Et c'est pour ça qu'on ne s'occupe pas de moments, d'augmentation de moments dans ce type de voile. Voilà, si vous avez, mais dans le cas où vous avez des voiles élancées, donc des voiles élancées, ils travaillent à la flexion. Et bien sûr, on doit tenir compte d'une augmentation possible de moment. Ok, en tenant compte, bien sûr, pour le système de... C'est la même chose, voilà, si je vois ici, à peu près, c'est la même chose qui a été définie par... Attendez, ici, je vais voir, voilà, c'est la même chose sur laquelle, donc, qui a été définie pour... Donc, c'est le même principe, de calcul, Donc, voilà, c'est le même principe de calcul, voilà, c'est le même principe de calcul, voilà, c'est le même principe de calcul, voilà, c'est la même chose ici. C'est le même principe de calcul. D'accord? Vous êtes devant deux situations. Ici. En général, ça, quand les voiles sont prédominants, ok, c'est-à-dire que le voile reprend en général tout l'effort de tranchant au niveau sismique. Et ici, c'est dans le cas où vous avez généralement l'intervention des portiques. Ici, vous avez l'intervention des portiques. Voilà, on peut voir ici que ici, vous n'avez pas de moment négatif. Donc, c'est 0 à la hauteur du voile. Parce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui interviennent. C'est dans le cas ici, vous êtes dans le cas carrément de structure en voile. L'effort est absorbé à 100% par les voiles. Ici, vous êtes dans le cas de mixte. Ici, vous êtes dans le cas de mixte. Ok. Ici, c'est la partie réelle. Voilà, réellement, c'est ça, la partie réelle. Et on peut voir qu'à partir d'un certain point, le moment dans le voile est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? Parce que c'est les portiques. C'est les portiques qui vont reprendre. Donc, les portiques vont avoir une action, comme ça, sur le voile, à une hauteur, dans toute cette hauteur. Donc, ici, c'est la participation des portiques. On peut voir ici que les portiques participent à partir d'une certaine hauteur pour maintenir le voile contre sa déflexion totale. Donc, contre ça, il sera ramené par la résistance des portiques. Et c'est pour ça, ici, généralement, si vous êtes dans un contreventement mixte portique-voile, vous allez avoir ça. Et tout va dépendre du pourcentage de mixité. Vous pouvez avoir ça, ou bien vous pouvez avoir quelque chose de simple comme ça. Ok? Comme ça. Donc, c'est cette partie-là, en général, on essaiera de l'éliminer. Dans le cas où vous avez des portiques qui cèdent, eh bien, on peut. Donc, c'est pour ça qu'on fait le moment, c'est-à-dire ici, au niveau 0, c'est-à-dire que tout le moment est repris par le voile. Ensuite, on fait donc un accroissement par rapport à une hauteur critique, la hauteur critique de votre voile. Ok, et voilà, c'est la même hauteur critique. C'est toujours la hauteur critique. C'est très très important la hauteur critique. Parce qu'ici, va se passer, ici, c'est dans cette zone-là que va se passer donc la plastification.
D'accord, vous allez avoir donc la plastification. Ici, vous allez avoir la plastification. Vous allez avoir la plastique. Donc, vous allez avoir un effet plastique. Et c'est pour ça que cette hauteur fera l'objet donc d'une disposition un peu spécifique. Donc, quand le béton se plastifie et les armatures vont se plastifier, eh bien, il va falloir donc lui donner la chance de se plastifier sans problème, c'est-à-dire sans avoir des défaillances mécaniques. Donc, c'est très, très important ici. Et c'est pour ça que cette hauteur critique doit faire l'objet donc de conditions draconiennes, au niveau donc de tout ce qui est donc béton et de tout ce qui est armature. Parce que si cette zone va céder, eh bien, vous ne pouvez plus avoir de structure. Imaginez, vous allez avoir une structure de 60 mètres de hauteur. 60 mètres de hauteur. Vous avez donc 60 mètres, donc ça peut être par exemple ici, vous allez avoir 10 mètres. 60 sur 6, ça va faire 10. Donc sur une distance de 10 mètres, tout le bâtiment résiste si, bien sûr, dans les 10 mètres, il n'y a eu aucune faute au niveau donc de calcul et de conception, et ensuite de prescription. Donc c'est pour ça que la hauteur critique doit faire l'objet de conditions très très spécifiques. Il va falloir respecter scrupuleusement et savoir bien interpréter et lire toutes les recommandations qui ont été faites par le RPA 2025. Ok, ici. Donc ici, comme j'ai dit, donc on passe directement à la méthodologie de calcul. Et bien vous avez donc toute la méthodologie. Ici, c'est des diagrammes simples. Vous tracez votre diagramme à partir de ce que vous avez obtenu. Ensuite, vous faites une translation au niveau moment. Donc, c'est une pure translation. C'est une pure translation à partir donc de ce point. Donc, vous translatez votre diagramme linéaire qui a été tracé linéairement à partir de votre courbe de calcul réel. Ça, c'est les sollicitations réelles. Ça, c'est les sollicitations réelles que vous avez obtenues. Donc, vous faites une approche linéaire par rapport à 0, par rapport à point 0 jusqu'à l'élévation. Ensuite, vous faites un décalage asymptotique jusqu'à et vous allez avoir donc un nouveau diagramme des moments. La même chose ici, toujours ramené à 0. Ensuite, décalé par rapport à ce point. Et donc, vous avez quelque chose, donc plus ou moins, toujours asymptotique. OK? Donc, c'est simple ici. La même chose du point de vue donc effort tranchant. Toujours vous avez une condition, il faut que H critique, donc H critique c'est le maximum entre L, la dimension de votre voile, et aussi donc et H sur 6. Et sans dépasser, c'est trois conditions. Sans que H critique ne dépasse, il faut toujours qu'elle soit inférieure, donc H critique maximum, toujours inférieur ou égal à ça. Il faut qu'elle soit inférieure, prendre le minimum de tout ça. C'est le minimum de tout ça. Voilà, c'est le minimum de tout ça. Il ne faut pas qu'elle dépasse 2 fois la dimension de votre voile, qu'elle ne dépasse pas HE si vous avez un nombre de niveaux inférieur à 6, et elle ne dépasse pas 2 fois HE si vous avez un nombre d'étages de niveau supérieur à 6. OK? Donc ça, c'est la barrière. Ça, c'est la barrière. C'est la limite. C'est la limite. OK? C'est la limite. C'est la limite pour la détermination de votre H critique. Bien sûr, ensuite, vous allez... Voilà. Ensuite, au niveau effort tranchant, la même chose, c'est très très simple. Vous avez l'effort tranchant, voilà, ici c'est l'effort tranchant que vous avez calculé. Ici, c'est l'effort tranchant que vous avez calculé. Voilà l'effort tranchant que vous avez calculé. Ici, c'est kiff, c'est mixte, maman, ici. C'est mixte. C'est mixte ici. C'est mixte ici. Parce que vous avez quelque chose de négatif. Donc, ici, c'est la participation des portiques. Et qu'on ramène ensuite, à 0. Qu'on ramène à 0 ensuite. Qu'on ramène à 0. OK, qu'on ramène ici. Voilà. Qu'on ramène ensuite, on va tracer. Donc, généralement, on va tracer. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit, ça, c'est la courbe. Ici, c'est l'effort tranchant amplifié avec 1,4. Donc, vous allez ce point. Et vous allez ensuite avoir ce point.
ce point qui est égal au demi de ça, c'est égal à un demi, voilà, c'est V sur 2. Donc vous avez 2 points. Et vous avez aussi la même chose, vous avez ce point que vous pouvez donc tirer avec le décalage de la courbe. Donc ça, c'est la courbe décalée multipliée par 1, non, c'est ça, voilà, 1,4. Donc c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la courbe. C'est la courbe. 1, d'effort amplifié. Ensuite, vous avez une amplification ici. Donc, il ne faut pas tenir compte ici parce que c'est négatif. C'est encore plus négatif. Donc, j'en parle. C'est pour ça qu'ici, donc jusqu'ici, jusqu'à la hauteur h critique sur 3. Voilà, h critique sur 3. Donc, c'est linéaire. Ensuite, vous tracez un diagramme linéaire entre h critique et h et v bar sur 2. Donc, c'est quelque chose de mathématique. C'est que vous pouvez faire par Excel simplement. Ici, c'est l'enveloppe. Voilà, ici, c'est la courbe enveloppe du calcul des efforts tranchants dans les voiles élancées. Un système de contreventement mixte. C'est toujours élancé, les voiles élancées. Si vous n'êtes pas dans les voiles élancées, donc, vous n'allez rien avoir. Pas d'amplification. Vous prenez en compte directement le calcul. OK? Ensuite, on va entrer dans tout ce qui est ferraillage. Tout ce qui est ferraillage. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. C'est la même chose ici. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, ici, 50% par rapport au maximum. Voilà, vous avez, c'est le même diagramme ici. C'est le même diagramme. H sur 3, c'est toujours la même chose. OK? Bien sûr, ici, légende. V est mur sommet supérieur à V mur base. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours, il y a toujours des erreurs dans les documents. Il y a toujours des erreurs. OK? V mur au niveau d'ici. On n'est pas supérieur. Toujours inférieur à, il est toujours inférieur à V base, il est ici. Et V mur sommet, il est ici. Enveloppe de calcul, ça c'est l'enveloppe de calcul. Disposition particulière. Donc ici, il y a déjà une séparation entre tout ce qui est donc voile de grande dimension. Voile de grande dimension, c'est-à-dire que travaille beaucoup plus à l'effort tranchant par rapport aux voiles qui travaillent en général à la flexion. Ici, au niveau, c'est les mêmes paramètres ici qui ont été définis. Si je vois dans le RPA, ici, donc je vais aller vers la définition du RPA. C'est la même chose. Vous avez ici, voilà, classification des bâtiments. Ici, vous avez donc système de contre-vente. J'ai déjà discuté, mais je vais discuter beaucoup plus en détail. Donc, nous sommes de bonnes structures en béton armé. J'ai dit que je m'occupe des voiles. Donc, aujourd'hui, je vais m'occuper des voiles. Donc, ici, vous avez système à contreventement mixte, équivalent à des voiles. Vous avez système de contreventement constitué par des voiles. OK? Et système à ossature à effet noyau. Donc, ce n'est pas... on va lui faire une vidéo un peu spéciale. Et vous avez le système 9. Le système 9, c'est des voiles de grande dimension. Bien sûr, on a séparé ces deux voiles par rapport, ce type de voile, par rapport aux deux autres, qui travaillent beaucoup plus à la flexion. Ces deux voiles travaillent beaucoup plus à la flexion, comparativement par rapport à ce voile qui travaille beaucoup plus à l'effort tranchant. Donc, c'est des voiles de grande dimension en général. Ici, donc, ils ne rentrent pas dans la classification. Et vous avez ici, donc, la définition. La définition, quand est-ce que vous avez un voile de grande dimension? Donc, on doit, dès le départ déjà, se situer. Est-ce que vous êtes dans un voile de petite dimension, flexible, ou bien vous êtes dans un voile de grande dimension? Si je me réfère à l'Eurocode, ici, vous avez donc tout ce qui est donc état. Voilà, si je me réfère dans la définition, c'est le même principe ici. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de mur
ductiles qui peuvent donc se plastifier. Et vous avez ensuite, donc tout ce qui est conditions. C'est le même aspect en général. Voilà. Dans les villes de grande dimension, voilà. Les murs de grande dimension, la mention ici, c'est en béton peu armé. En béton peu armé. C'est des bétons peu armés. Généralement, c'est le DT. C'est le DTU 23.1. C'est le DTU 23.1. On doit se référer au DTU 23.1. 23.1. DTU 23.1. OK? C'est l'équivalent. Donc, c'est le DTU. C'est le DTU 23.1. C'est l'équivalent du DTR béton banché, béton banché. Je crois qu'il y a eu donc un nouveau document qui a été élaboré, béton banché. C'est l'équivalent, voilà, c'est l'équivalent du DTR béton banché. Donc, généralement, ce type d'élément, il obéit à d'autres considérations. Ce n'est pas la même chose que les voiles flexibles ou bien les voiles de petite dimension. Donc, déjà, ici, ça commence à différer. Ça commence à différer parce que si on va dans la définition de l'RPA 2024, et vous avez, c'est le maximum, L est supérieur au maximum entre 4 et 2 HW, 2 fois la hauteur totale sur 3. 2 fois la hauteur totale sur 3. Ça, c'est au niveau RPA. Je crois que dans la première version, qui a été aussi, donc, je ne sais pas, mise en ligne, eh bien, il n'y avait pas le minimum. À la place du min ici, à la place du min, il y avait le minimum. À la place du max, il y avait le min. C'était 1000. Donc, tout ce qui est, tous les voiles qui dépassent les 4 mètres, donc si le voile, donc si LW sup est supérieur à 4 mètres, c'est bon, vous êtes dans grande dimension. Vous êtes dans des voiles de grande dimension. OK? Vous êtes dans des voiles de grande dimension. Dans la nouvelle version, elle a été changée. Donc elle est maximum. C'est-à-dire que elle perd son sens ici. Elle perd le sens ici. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, si je prends, attendez, je vais aller vers Excel. Je vais aller vers Excel pour vous montrer à peu près qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je vais augmenter le zoom ici. Voilà. Ici, vous avez LH. Donc, vous avez LW. Et vous avez donc HW total. D'accord? Donc, si vous êtes, par exemple, dans... Imaginez que nous sommes à 2 tiers de HW. Donc, en fonction de votre hauteur, imaginez que vous avez, par exemple, un bâtiment de 3 étages. Supposons que vous avez 3 niveaux, c'est-à-dire aux alentours de 10 mètres. Vous avez H égale à 10. H égale à 10 mètres. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 10 divisé par 3. Voilà. Donc, si votre voile dépasse les 6 mètres, voilà, si votre voile dépasse les 6 mètres, 66, voilà, si vous avez L égale à 4 mètres, et bien vous êtes dans, ici,
vis-à-vis de l'RPA. Ici, c'est 6,67. Et vous êtes dans un voile normal. Voile normal. OK? Si vous avez un voile de 7 mètres, eh bien, pour la même hauteur, HLW dépasse 6, c'est le maximum. Donc vous n'êtes pas en voile normal, vous êtes voile grande dimension. Vous êtes en voile de grande dimension. Voile de grande dimension interdit. Vous êtes interdit. En zone sismique 4, 5 et 6. OK? C'est interdit. Interdit en zone 5. C'est-à-dire, si vous êtes, ici vous êtes, comme j'ai dit, en R 10 mètres, donc c'est un R plus, l'équivalent d'un R plus 3. Même pas R plus 3, c'est un R plus 2. Supposons R plus 3, R plus 3, donc la hauteur 12, supposons H égale à 12, Voilà, vous êtes à peu près pour un voile de 8 mètres. Pour un voile de 9, si vous avez un voile de 9 mètres le long de votre ouvrage, et vous êtes dans un voile de grande dimension, il est interdit. Donc vous êtes obligé de changer votre configuration parce qu'il est interdit. Donc au lieu d'un voile de 1 mètre, de 9 mètres, vous les divisez en deux. Vous laissez un mètre vide et vous allez avoir 4. Vous allez avoir 4 plus 1 plus 4. Et là, vous allez sortir de l'interdiction. Donc il faut créer un vide entre les deux voiles. Il faut couper votre voile. Ce que je n'ai pas compris, c'est l'interdiction. Pourquoi interdit? Pourquoi on interdit quelque chose? Imaginez, vous êtes en R plus 3 avec un voile de 10 mètres. Vous êtes avec un voile de 10 mètres. Donc, HW, vous êtes assis. Si vous êtes devant un voile de grande dimension, pour un R plus 3. Si je suis dans un R plus 15, je suis dans un R plus 15, vous allez avoir quoi ici? Supposons le même voile, vous allez avoir un voile de 10 mètres. HW, donc c'est égal à 15, donc 15 fois 3, ça fait à peu près 45 mètres. Et vous allez avoir donc votre... Voilà. Et votre limite, c'est 30 mètres. Et donc vous êtes devant un voile, vous êtes devant un voile normal. Un voile normal. Et donc, ici, favorable, on peut utiliser, ici on peut utiliser, ici on peut utiliser, ici aussi on peut utiliser, ici aussi on peut utiliser. Alors moi je me demande, c'est-à-dire un R plus 3 avec des voiles de 10 mètres, c'est interdit? C'est interdit. Et un R plus, si je rajoute des étages, R plus 15, avec le même voile de 10 mètres, et bien ça devient normal. Ici, je me demande pourquoi. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'un R plus 3 ne peut pas réaliser avec des voiles de 10, alors qu'un R plus 15, il peut être réalisé parce que sismiquement, il va résister. Non. Je crois que l'R plus 3 avec des voiles de 10, c'est vrai, il sera très très rigide. Et je ne crois pas qu'il ne va pas résister, quel que soit le séisme. Il sera plus résistant que le R plus 15 ici. C'est sûr ça. Il sera plus résistant. Ici, ce sera une boîte rigide. Le seul phénomène qui peut se passer ici, c'est le renversement. Mais ça ne va pas causer beaucoup de dégâts. Ici, ça peut causer de dégâts. Donc si je reviens ici au niveau, de mon RP, c'est pour ça que j'ai dit ici, donc ça va un peu... Voilà, vous avez... Si je vais vers l'Eurocode, parce que le problème qui s'est posé ici, voilà, c'est la même définition, qui est représentée ici. Donc, on va le voir, donc c'est la même définition à 100%,
qui a été définie dans le record. Voilà, c'est la même chose ici. Je vais voir ici, je vais la voir. Voilà, c'est la même définition qui est toujours donc utilisée. Donc je vais sortir de tout. Donc je vais aller vers, voilà ici, attendez. Voilà, si je monte ici. Ici, c'est le spectre. Voilà, au niveau régularité et tout ça. Donc, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Voilà, je reviens ici. Diaphragme, le diaphragme rigide, l'effet accidentel. Effectué, donc la façade, régularité en plan. Voilà, au niveau des systèmes de contreventement. Non-linéarité ici. Donc, vous avez le système de contreventement, régularité, c'est le même principe ici. Voilà, ici, on rentre dans les dommages, vérification, tout ça. Voilà, joint sismique. Voilà, ici, vous êtes dans, voilà. Mur de grande dimension, c'est la même chose. Note, un tel mur supposé transformer l'énergie sismique en énergie potentielle par soulèvement temporaire des masses de la structure. Voilà, je vais lire ici. Voilà, un tel voile, donc ça a changé uniquement ici. Un tel mur est supposé transformer l'énergie sismique en énergie potentielle par soulèvement temporaire des masses de la structure. Donc c'est la même définition. C'est la même définition. C'est la même définition. Voilà. Un tel mur. Donc ici, vous avez uniquement, comme j'ai dit, la différence ici, c'est le mur, un tel mur. Il est supposé transformer l'énergie sismique en énergie potentielle par soulèvement temporaire des masses de la structure. On est dans le sol et en raison de ces dimensions, à la base contrée, etc., etc., il ne peut être dimensionné pour dissiper de l'énergie dans le retour plastique à la base. C'est-à-dire que pour ce type de structure, il est dimensionné sans possibilité d'adaptation plastique, c'est-à-dire sans retour plastique. C'est-à-dire que vous avez donc une réduction de son coefficient de comportement. Il peut être pris égal à 1,5. Donc il n'a pas une grande ductilité parce que c'est des grands murs qui ne dissipent pas d'énergie. Vous avez donc la flexion de l'ensemble du voile vis-à-vis au niveau donc, de ses fondations par rapport au sol. Donc ici vous avez la même définition. Ici vous avez la même définition. Au niveau maintenant de la configuration, voilà, pour la définition de. Voilà, dans la définition, c'est quoi un mur de grande dimension en béton peu armé? En béton peu armé. En béton peu armé. Ici, attendez. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est en béton peu armé. En béton peu armé. Donc, c'est la même. C'est-à-dire ici, vous êtes dans le cas, par exemple, des coffrages tunnels. Ou votre béton est peu armé. C'est vrai, il est peu armé. Donc, on n'est pas en réalité, c'est pour ça qu'il dit on n'est pas en béton armé. Il doit faire l'objet de l'application du DTR 23.1 ou bien du DTR, le béton banché algérien. C'est la même chose. C'est le même DTR. Ici, béton armé, vous avez donc la définition. Un mur de grande dimension transversale. La dimension LW, voilà, LW. Au moins égale à. Au moins égale à 4 mètres. Au moins égale à 4 mètres. Ou les 2 tiers de la hauteur du mur. En prenant la valeur inférieure. Donc la dimension horizontale LW, au moins égale à, donc elle doit être supérieure ou égale à 4 mètres ou le terme ou ici, ou 2 tiers de la hauteur du mur. Ou ça veut dire que ce n'est pas et. Si c'était et,
Oui, ici, et, si je mets et, ce sera le max des deux. Et ça veut dire qu'il doit être supérieur à 4 mètres et à 2 tiers de HW sur 3. Donc ici, ce sera supérieur. Ici, c'est le min. C'est-à-dire, ou ça veut dire c'est le minimum. C'est le minimum entre 4 mètres et 2 tiers. Parce qu'il y a le terme ou. Si c'était et, ce sera le maximum. Donc ici, déjà, il y a une mauvaise compréhension. Ici, c'est faux. Ce n'est pas le max ici. D'après l'Eurocode 8, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est-à-dire, vous êtes borné à 4 mètres. Si vous dépassez les 4 mètres, vous êtes dans les murs de grande dimension qui ne demandent pas un ferrage important, c'est-à-dire c'est des murs en béton peu armés. Et je peux le voir, donc je peux ici voir, ici, voilà, si vous êtes dans un R+15, donc vous êtes, imaginez vous avez un voile de 30 mètres, vous avez un voile, pour pouvoir être classé, le bâtiment R+15, pour pouvoir être classé dans les murs de grande dimension, il faut qu'il soit supérieur, c'est-à-dire que la dimension de votre voile, il faut qu'elle soit supérieure à 30 mètres. Donc ça ne peut jamais arriver, C'est-à-dire que je peux sortir de grande dimension avec l'interdiction en augmentant le nombre d'étages. Donc c'est complètement bizarre ici, c'est complètement bizarre. Et donc ici, je vais parler uniquement des répercussions. Donc ici, qu'est-ce qui se passe dans les systèmes de compte de rebondement? Bon, on est sorti de 4 mètres parce qu'ici, vous avez... Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, si vous avez des voiles avec le minimum, si je change ici le minimum, c'est-à-dire à partir de 4 mètres, des voiles à partir de 4 mètres, eh bien, ils sont interdits. Vous ne pouvez jamais utiliser des voiles avec LW supérieur à 4 mètres. Supérieur à 4 mètres. Et donc les coffrages tunnels ont été éliminés. Donc il va falloir dans les structures réduire vos voiles pour qu'ils deviennent pour qu'ils ne deviennent pas des voiles de grande dimension parce qu'ils sont interdits en zone 5, 6 et 7. Est-ce que l'interdiction doit être justifiée? L'interdiction, on ne peut pas interdire quelque chose comme ça. On ne va pas dire que ça c'est interdit. Mais sur quelle base ça c'est interdit? Pourquoi il y a cette interdiction? Vous dites en avant qu'un tel voile est supposé transformer les sismiques en énergie potentielle par soulèvement temporaire des masses. Donc il n'absorbe pas, donc il n'y a pas de dissipation d'énergie. Ok, je suis avec vous. Et donc on va le calculer avec un R. Dans le pire des cas, on va prendre R égale à 1, c'est-à-dire on va le calculer dans un état élastique. On va le calculer à l'état élastique avec un séisme élastique, avec le spectre de réponse élastique. Et on va le dimensionner contre le renversement. Mais la seule possibilité ici, le seul dégât qui peut apparaître dans ce type de structure, c'est le renversement ou bien le glissement. C'est soit le renversement, soit le glissement. Vous n'avez pas autre chose ici. Il n'y a pas possibilité d'avoir